Nous sommes sur la table ronde que j'ai l'honneur d'animer sur le cyberharcèlement. Je vais vous laisser vous présenter, en commençant par vous, madame. Donc votre carrière et surtout ce que j'aimerais. Vous avez réalisé un ouvrage qui, à mon avis, est d'importance, sinon comme lecture de livres de chevet, au moins comme référence auquel revenir régulièrement. Donc si vous pouviez vous présenter et nous en parler, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci aux organisateurs de m'avoir convié à ces conférences. Je suis magistrat judiciaire à la Cour d'appel de Paris et depuis bientôt 20 ans, je m'intéresse au numérique. Et au départ, j'ai piloté un groupe de travail notamment sur ces problématiques d'Internet et mineurs, enfin comment les mineurs peuvent être la cible justement d'infractions. Effectivement, au départ, la circonstance aggravante de recours à un réseau de télécommunications a été utilisée pour aggraver des peines au préjudice de mineurs. Et donc, au fil des années, j'ai continué avec ce fil rouge lié au numérique. J'ai vu assez vite que la délinquance s'était déplacée vers le numérique. Quand j'ai commencé ma carrière, il y avait toujours la série de braquages. Maintenant, c'est du jackpotting. On ne se déplace pas. Il n'y a pas cette confrontation auteur et victime. Et par contre, les gains, puisque l'objectif, c'est toujours gagner plus d'argent sans prendre de risques, la cybercriminalité s'est développée. Donc je me suis lancée à des réflexions sur différents sujets, pas uniquement les mineurs, mais aussi la délinquance financière, puisque j'ai soutenu une thèse sur ces sujets, la criminalité financière à l'ère numérique. Et ce petit ouvrage qui vient d'être publié, et le point de départ a été un questionnaire adressé à des startups, quel que soit le domaine, cybersécurité, e-commerce, droit, tout, je dirais, corps de métier. Et finalement, je me suis rendu compte que c'était trop réducteur, ça intéressait uniquement aux startups, puisque le numérique crée de nouveaux acteurs. Je pense aux influenceurs, par exemple, et je dirais aussi le secteur public s'est adapté au numérique ou a changé de nom. C'est le cas, par exemple, récemment, la création de l'ARCOM. Toutes les structures, aussi bien publiques que privées, s'adaptent au numérique. Et c'est la même chose pour le droit, puisqu'il y a une atténuation des frontières. Bon, le cyberespace est international par nature, mais aussi ça a provoqué une atténuation des droits, des frontières entre les droits. Par exemple, face à une infraction pénale, on va répondre par une mesure administrative de blocage, par exemple les blocages de sites. Donc tous ces sujets m'ont passionné et j'ai présenté ce petit ouvrage par activité et finalement le fil conducteur, c'est l'IA, l'exploitation des données et aussi leur protection et la responsabilisation croissante des acteurs, y compris des plateformes. D'accord, donc je lis le titre que j'ai reproduit, Économie numérique, défis juridiques et sociétaux, IA, métavers, environnement, santé, finance et cybersécurité. Donc tous les aspects effectivement qui décrivent l'impact du numérique sur tous les éléments juridiques naturellement, mais aussi sociétaux, et le cyberharcèlement en est un. J'ai à côté de vous Christophe Bressy, que je vais laisser se présenter à son tour. Alors ça sera un peu plus court. Je suis expert en protection des entreprises et intelligence économique, consultant également en gestion de crise et communication institutionnelle, avec une petite particularité qui nous intéresse aujourd'hui. C'est une activité que j'ai depuis une quinzaine d'années dans un cadre associatif où je rencontre, alors pas personnellement, mais l'ensemble des intervenants de cette association rencontre 85 000 jeunes tous les ans. 85 000. Et nous abordons 85 000, absolument. Et nous rencontrons donc dans le cadre essentiellement scolaire, mais pas uniquement, puisque nous travaillons également pour d'autres institutions comme le ministère de la Justice, dans le cadre de la PJJ,
nous avons donc des interventions ciblées cyberharcèlement et cyberendoctrinement. Donc c'est une expérience et c'est devenu un peu une spécialité depuis une quinzaine d'années, avec évidemment un renforcement de ces questions-là pour des événements que nous connaissons tous en matière de cyberendoctrinement. Et l'ampleur du problème, on va le voir avec vous, mérite, en tout cas nécessite au moins un investissement à cette mesure-là, dont je vous remercie. J'ai à côté de vous Vincent Rioux, que je vais laisser aussi se présenter. Bonjour à tous, donc je m'appelle Vincent Rioux, je suis un des associés organisateurs du FIC, le Forum in Cyber, anciennement Forum international de la cybersécurité. Et depuis quelques années, je dis ma petite légitimité, mais par rapport à deux grands acteurs de terrain dont vous faites partie, je vais rester extrêmement modeste. Parce que finalement, nous ne sommes qu'une caisse de résonance de ce que font les autres à travers notre événement. Mais on a mis en place depuis 2 ans ce qu'on appelle un side event, un élément en parallèle de l'événement qui s'appelle le Trust and Safety Forum, qui est axé sur la protection des plus fragiles, la modération des contenus. Et on renforce cette activité, en particulier dans notre événement de Montréal, donc le FIC North America là-bas. Tout un district entier en fait dédié à 3 thèmes principaux qui sont extrêmement cohérents, du moins on l'espère, les uns avec les autres. L'éthique dans le numérique et l'éthique des algorithmes comme chapeau essentiel en fait si on veut un avenir numérique plus serein. La lutte contre les violences numériques dans lequel on intègre le harcèlement mais pas que, tout ce qui est child sexual abuse material et ainsi de suite. Donc les abus sexuels en ligne, et puis accélérés malheureusement par la relative impunité ou les techniques d'anonymisation des contenus et des faits qu'on va retrouver dans le darknet et ainsi de suite, avec des choses absolument terribles dont il faut qu'on s'occupe à travers non seulement des organisations, des associations, des forces de l'ordre compétentes, mais aussi des moyens technologiques à mettre sur les outils des personnes concernées, en l'occurrence des potentielles victimes. Et puis le troisième volet, c'est la protection des plus fragiles, donc comment apporter de la cybersécurité aux ONG, aux toutes petites entreprises, enfin disons aux structures qui n'ont pas les moyens de leur cybersécurité. Et il y a des associations absolument formidables qui font ça, et le FIC a décidé de lancer un programme de mécénat, donc de mécénat financier ou de compétences pour aider ces associations-là financièrement. Et le rang, en fait, le nombre d'associations que l'on aide a vocation à augmenter, à grandir dans le temps. Donc on a une opération de mécénat en France qui sera, dont le point d'orgue sera un dîner caritatif qui aura lieu le 28 juin au Musée des Arts Forains à Paris. Donc ça, c'est pour la France. Et au Canada, on fait exactement la même chose à Montréal pour aider une vingtaine d'associations québécoises, principalement autour de la protection de l'enfance. On fera certainement la même chose aussi aux États-Unis, au Texas, en 2024. Et comme on le voit, l'ampleur des dommages incontrôlés que peut avoir le numérique sur les plus faibles nécessite un engagement. Alors, avant d'attaquer le sujet, puisque nous parlons pour des étudiants, des ingénieurs qui ne sont pas des juristes, je voudrais que vous leur très brièvement, vous avez parlé tout à l'heure d'infraction, je voudrais que vous définissiez l'infraction du crime, le civil, du pénal, parce que en étudiant le sujet avant la table ronde, je me suis rendu compte que la jeunesse n'était pas seulement victime, mais parfois actrice de cyberharcèlement. Donc si vous pouviez donner ces quelques points d'alphabétisation juridique pour que ceux qui nous regarderont puissent comprendre, s'il vous plaît. Oui, alors effectivement, c'est les réseaux sociaux qui ont conduit au développement de ce phénomène, parce que en fait, dès 2010, la CNIL notamment avait travaillé sur ces sujets de cyberharcèlement, de cyberbullying. Et donc, il y avait eu quelques jurisprudences, donc on peut considérer que c'est des violences psychologiques. Donc, il y avait possibilité
réprimer ces phénomènes. Mais vu leur ampleur, suite à différents rapports, il y a eu en fait 2 textes en 2018 et en 2022, notamment pour le harcèlement en milieu scolaire, qui ont prévu strictement la définition de cyberharcèlement qui justement se développe même entre mineurs. Je connais des cas où les mineurs il y a eu même des cas de suicide de jeunes qui ont été obligés de changer d'établissement scolaire puisqu'ils étaient victimes finalement entre mineurs. Donc c'est un véritable fléau qui est devenu une priorité de politique pénale, à tel point que parallèlement à la haine, on parle beaucoup aussi de haine sur Internet, et donc il y a 2 ans, le ministère de la Justice a d'ailleurs été à l'origine, il y a eu une circulaire de mise en place d'un pôle de lutte contre la haine et le cyberharcèlement, avec des affaires comme par exemple l'affaire Mila, qui a été extrêmement médiatisée. Alors, excusez-moi d'y revenir, mais très précisément, pour quelqu'un qui ne connaît pas grand-chose, voire rien en droit, prend des étudiants qui peuvent avoir des petits frères, etc., quelle définition vous donneriez, ou la loi donne, la plus simple possible en langage commun, du cyberharcèlement? C'est-à-dire à partir de quel seuil quelqu'un doit se savoir harcelé, ou doit savoir qu'il entre, qu'il tutoie la ligne jaune, voire qu'il l'a déjà franchie, s'il vous plaît? Oui, en fait, c'est la répétition de messages. Donc, c'est souvent, d'ailleurs, c'est à jet continu. Il y avait même un rapport qui parlait de raid numérique. Donc, c'est la répétition et voilà, le fait du harcèlement commis à l'encontre d'un élève par toute personne, étudiant exerçant une activité professionnelle au sein d'un établissement. Donc, le harcèlement numérique, c'est des propos et comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de vie qui se traduisent par une dégradation de la santé physique ou mentale. Voilà la définition qu'on peut donner. Donc c'est aussi plusieurs personnes qui envoient des messages de manière concertée et à l'instigation de l'une d'elles. D'accord. Donc c'est la répétition, donc il faut garder. Alors c'est une infraction pénale, vous parliez de pénal ou civil, c'est du pénal et sanctionné. Alors tout dépend de la personnalité de l'auteur, mais de peines qui ont été relevées quand justement les faits sont commis par l'intermédiaire d'un réseau de télécommunications, ce qui est le cas, puisqu'il s'agit la plupart du temps par l'intermédiaire des réseaux sociaux. Donc c'est 3 ans, 2 ans d'emprisonnement, 30 000 € d'amende. Bon, c'est le quantum maximum. Après, tout dépend de la personnalité, si l'auteur lui-même a été condamné ou pas. Ça peut être des peines assorties d'un suivi psychologique ou médical. Donc c'est l'individualisation de la peine qui s'applique. Ce que j'ai noté aussi, c'est que je suis en train, alors là, rien que l'étude d'impact fait minimum 300 pages. Mais c'est ce projet de texte qui va réglementer l'espace numérique. Donc il y a c'est un patchwork, il y a des dispositions diverses et variées, mais il y a tout un développement sur la protection des mineurs. Et justement, ça a été annoncé par Jean-Noël Barrot, la possibilité de prononcer une peine complémentaire de bannissement des réseaux sociaux. Donc le problème, c'est évidemment l'effectivité de l'applicabilité. L'applicabilité, c'est ça. Oui. Donc rien ne vaut la prévention, comme vous le faites, la sensibilisation dès le plus jeune âge, finalement, en milieu scolaire, parce que moi, je vois mal concrètement comment va se concrétiser un bannissement des réseaux sociaux. Oui, justement, j'allais m'adresser à vous. Donc vous rebondissiez et vous rebondissiez, et je voulais vous demander
de votre point de vue, mais vous répondez sous la forme que vous voulez, de votre point de vue en langage plus accessible, moins juridique, puisque là on a les éléments formels avec les peines qui sont prononcées, les amendes, voire une aggravation, si j'ai bien compris, de ce qui est prévu aujourd'hui. Mais vous, quelle définition vous donneriez et que vous inspire ce que vous venez d'entendre? Alors vous allez voir que les éléments clés sont loin d'être simples à résoudre, parce que le premier, c'est une difficulté par la banalisation simplement de l'action, à rattacher leur comportement à un risque pénal. Et ça, c'est la première étape, ce qui, malheureusement, tend à prouver que la prévention faite sous cet angle est en général peu efficace, parce qu'il ne rattache pas un comportement simplement aux éléments de droit qui peuvent... Si je comprends bien, on peut avoir des auteurs de cyberharcèlement qui vont initier du harcèlement et persévérer, si j'ose dire, sans vraiment, a posteriori, on se rend compte, sans réaliser le moment où... Oui, parce qu'il y a un élément qui, d'ailleurs, n'est peut-être pas prévu par les textes à l'heure actuelle, c'est le glissement comportemental. C'est-à-dire que nous avons, dans l'espace numérique, souvent, un glissement comportemental qui est déjà ancré, par exemple, dans le quotidien de l'élève au sein de l'établissement. Et ce qui donne une intensité particulière au cyberharcèlement, parce que souvent, il est satellitaire à un comportement déjà discriminant au quotidien pour l'élève. La victime. Alors, nous, dans notre jargon, on ne parle pas de victimes, mais dans les cours de récréation, puisque nos interlocuteurs sont les élèves eux-mêmes, et on veut éviter cette stigmatisation qui consiste à définir qu'il y aurait un harceleur et un harcelé, ce qui est beaucoup plus intéressant. D'ailleurs, il y a des méthodes qui ont été développées à cet effet. C'est aussi de faire prendre conscience par des billets tels que l'empathie, justement, de comprendre la responsabilité et les conséquences d'agissement de mots prononcés. On va revenir sur les moyens que vous mettez en œuvre pour entraver ce phénomène. J'avais quelques questions de la sécheresse de laquelle vous m'excuserez. On a combien de plaintes aujourd'hui, en gros, de cyberharcèlement? Je vous pose la question parce que, pour avoir vécu de loin un cas, je sais qu'il y a du cyberharcèlement qui n'est pas déclaré. Pour les raisons que vous évoquiez, à savoir que le harceleur et la personne qui est cible n'ont pas une conscience claire du moment à partir duquel soit c'est une infraction ou plus, soit c'est inacceptable. Oui, puis il y a aussi le risque de représailles. Donc, il y a quand même un certain nombre de personnes qui ont du mal. C'est une démarche qui n'est pas forcément évidente, le dépôt de plainte. On essaie de le dédramatiser, mais ça évolue. Mais je n'ai pas de chiffres. Ni d'ordre de grandeur. J'ai pas de chiffres parce qu'il faudrait contacter l'ensemble. Enfin, c'est le ministère de l'Intérieur. Police, gendarmerie qui reçoit les plaintes. Bon, après, elles sont transmises au parquet. Il peut y avoir, par exemple, aussi des rappels à la loi. Enfin, voilà. Donc, il y a toute une palette. Mais en termes de condamnation, il y en a quand même assez peu. Moi, il y a quelques années, d'ailleurs, j'avais voulu... plutôt que je faisais le cas pratique pénal pour le concours de l'ENM. Et je m'étais dit, j'en ai assez. L'ANM, s'il vous plaît. L'École nationale de la magistrature. D'accord, l'ENM. Et je voulais un peu diversifier les infractions, enfin sortir des escroqueries, du blanchiment et autres. Et je m'étais dit, tiens, je vais faire un cas sur le harcèlement. Et en fait, pendant longtemps, à part harcèlement dans le milieu du travail, on avait très peu de jurisprudence de harcèlement au pénal. Donc c'est en train de monter en puissance. D'ailleurs, ils sont un peu débordés là au parquet de Paris, ce pôle qui a été créé. Mais on commence à avoir, j'ai regardé en vue de notre rencontre là aujourd'hui, en 2020, on peut dire qu'on a des jurisprudences publiées et commentées depuis 2022, quoi. Alors voilà. vous liez cette augmentation à une
meilleure prise de conscience ou une meilleure connaissance du phénomène? Est-ce que, pour reprendre une expression qu'on entend souvent, la parole s'est libérée ou est-ce une meilleure construction de l'arsenal? C'est un ensemble. C'est vrai que le arsenal a été complété 2018-2022. C'est aussi une priorité de politique pénale. Hein. Donc il y a eu plusieurs circulaires. C'est évoqué. D'ailleurs, c'est largement développé dans cette étude d'impact. Donc oui, il y a une prise de conscience de l'ampleur du phénomène. Hein. Après, bon, il faut que les procédures soient traitées le plus rapidement possible. Hein. C'est aussi ça. Vincent, vous qui êtes dans l'expérience ONG, bénévolat, etc., nous avons déjà eu à discuter du sujet. Enfin, il y a des choses épouvantables quant aux conséquences que ça peut avoir sur des personnes faibles, adultes ou enfants. Mais vraiment, où on a l'impression, et je suis assez familier du numérique pour pouvoir en parler, que la personne est enfermée dans une cage numérique et soumise à tous les sévices psychologiques qu'on peut imaginer, puisque vous aviez parlé de cas de suicide. Donc, vous, de votre point de vue, qu'est-ce que ça vous inspire? Ouais, je voulais effectivement, échanger sur la manière dont le numérique a pu accélérer le phénomène. Parce que le harcèlement, donc là on parle de cyberharcèlement, de harcèlement. Le harcèlement est intrinsèque malheureusement à la nature humaine depuis la nuit des temps. C'est un phénomène psychologique bien connu et c'est un effet de groupe extrêmement connu. Les statistiques montrent qu'en début d'année scolaire, et vous me confirmerez ou pas, hein, c'est ce que j'ai pu lire ou échanger avec les experts du sujet, mais il y a beaucoup plus de cas de harcèlement vers le mois de mai qu'au mois de septembre en classe. L'effet de groupe faisant. C'est un effet psychologique connu dont j'avais noté le nom. C'est parce que au mois de mai, les groupes se sont constitués. Exactement. Et au mois de septembre, on ne se connaît pas encore, on s'évalue. Des oppositions internes à la classe. D'accord. Donc ça, c'est pour le harcèlement en milieu scolaire. Après, on va voir comment le numérique accélère tout ça. Mais ça, c'est intrinsèque. Je veux dire, on l'a tous connu depuis nous-mêmes, alors qu'on n'est pas des digital natives, on l'a connu. Pourquoi ça s'est accéléré avec le numérique? Déjà, il y a un premier phénomène, ça s'appelle l'effet cockpit. Les harceleurs, quand ils harcèlent d'un point de vue numérique... Excusez-moi, mais je vais utiliser le terme victime, harceleur, c'est vrai que je ne suis pas dans le... Parce que pour moi, il y a des victimes et il y a des harceleurs, même si parfois ils se confondent ou ils ils échangent leur rôle. Certes. Néanmoins, l'effet cockpit, c'est quand on attaque quelqu'un sans voir l'effet produit par l'attaque sur son visage. Quand on ne matérialise pas l'effet sur le visage de la victime. D'où l'élément qui a été relevé de prise de conscience de l'acte qu'on est en train de poser. Un coup de poing dans la figure du camarade qui tombe et qui se blesse, c'est beaucoup plus, excusez-moi, mon cynisme, beaucoup plus parlant. On voit qu'on a fait mal. Voilà. L'effet cockpit fait qu'on ne voit pas qu'on a fait mal et du coup on continue et on accroît même le phénomène, le harcèlement, ainsi de suite. Ça, c'est le premier effet du numérique. Deuxième effet du numérique, c'est les raids évoqués par Madame la juge. Le nombre. Oui, c'est-à-dire que l'effet de masse après derrière qui se constitue. Le lynchage. Voilà. Troisième effet lié avec le numérique, on ne peut pas s'extraire de l'attaque. On n'est plus à portée d'insulte, à portée de coup de poing. Le numérique fait qu'on ne peut pas prendre ses jambes à son cou jusque dans sa chambre à coucher, sa maison, en vacances, partout dans le monde. Vous pouvez aller en Thaïlande, à Bali, au Cambodge, ou machin. Vous n'allez pas échapper aux attaques. C'est le troisième effet du numérique. C'est grave parce qu'on arrive à une augmentation des taux de suicide chez les jeunes qui est absolument catastrophique, en premier lieu chez les jeunes filles. Et pourquoi? Parce qu'il y a aussi le phénomène lié aux influenceurs et ainsi de suite, qui apportent une violence psychologique supplémentaire chez les personnes les plus fragiles. Et là, on voit bien que tout ça, bien sûr, il y a des réponses juridiques, mais si on se met dans une ligne en fait d'anticipation, de prévention, de détection des problèmes et de réaction, oui. Alors, on y viendra peut-être plus tard. Non, oui, on y viendra plus tard, mais j'avais une question que nous, les professionnels du numérique, devions nous poser. On voit que des gens qui sont sur le traitement organisationnel, sociétal, se penchent sur la question. On voit que les pouvoirs publics, par le droit, se penchent sur la question. Et je me dis, en dehors
du bénévolat et de l'investissement d'une mission que manifestement vous vous êtes donnée, qu'est-ce que nous, du numérique, avons comme seuil de sensibilisation à, comment dirais-je, à ces canaux que nous avons créés et qui servent à tuer des enfants? Alors ça, c'est une vaste question. Je reviens à ce que j'ai... Pour ma part, j'ai travaillé pendant des années, plus de 20 ans dans la cybersécurité. Oui. Je n'ai jamais eu de demande d'intervention d'une entreprise ou d'une école. Pourtant, j'ai travaillé pour le ministère de l'Éducation nationale pour sécuriser. Je n'ai jamais eu une demande d'intervention pour mettre fin à l'utilisation des réseaux mis à disposition. Oui, oui. Alors, le phénomène a été grandement accéléré depuis une dizaine d'années et c'est corrélé au phénomène du smartphone dans la poche des enfants de plus en plus jeunes. C'est directement corrélé, c'est un fait évident. Le smartphone est une plaie, une calamité pour les enfants de ce point de vue-là. Ça apporte certainement des bienfaits et ça va être extrêmement complexe de déloger le smartphone des poches, mais je pense qu'à un moment, il faudra qu'on ait le courage de le faire. Et ce n'est pas pour rien que les plus grands patrons de la Silicon Valley interdisent tout accès à Internet et aux écrans à leurs enfants jusqu'à un âge très avancé. Parce qu'il y a aussi des phénomènes, de dépréciation psychologique à travers les réseaux sociaux et ainsi de suite, qui sont faits pour transformer l'être humain, et en particulier l'enfant, non pas en utilisateur averti du réseau social, mais en produit. Donc il y a ce vrai sujet. Il faut voir qu'en plus, les harceleurs utilisent des réseaux sociaux un peu particuliers qui permettent l'effacement quasi instantané des messages qu'ils envoient, ce qui rend la plainte extrêmement complexe. Ça va être les premiers à dire « Non, mais j'ai rien fait, hein, d'ailleurs, elle est où la preuve ?» Ouais. Donc il y a quand même une conscience, à un moment donné que l'acte a été posé, mais l'utilisation de l'outil qui efface immédiatement le message, il y a quand même une conscience que on a commis quelque chose, une chose pour laquelle il vaut mieux ne pas se faire prendre. Alors restons sur, excusez-moi, moi aussi j'appelais ça sur ceux qui commettent ces infractions, voire plus. Leur motivation, c'est dans la nature humaine, certes, mais lorsqu'on regarde de façon plus fine, peut-être en entreprise, ou y compris l'endoctrinement, hein, parce qu'il faut quand même une certaine pression à un moment donné pour soit empêcher la personne de sortir de l'endoctrinement quand elle a un éclair de lucidité, ou pour l'y pousser petit à petit en l'isolant de son environnement habituel. Alors, ce sont des motivations d'opportunité, on croise quelqu'un qui est faible, il y a une finalité criminelle, ce sont des activistes, et on peut en parler sur les réseaux sociaux, notamment tous les sujets sociétaux, politiques, etc. Quelle est la répartition que vous voyez ? Bon, c'est assez... justement, c'est un peu ce que j'évoque dans mon ouvrage. Hein. Ça concerne tout sujet. Et je pense aussi, on en a beaucoup parlé, recrutement de futurs terroristes aussi. Hein, c'est-à-dire toucher des jeunes en rupture, sans repère, égarés au fond de banlieue. Et c'est un phénomène aussi qui est largement développé par l'intermédiaire des réseaux sociaux. Hein. Absolument. Voilà. Absolument. Nous étions dans une situation, puisque vous l'évoquez, donc de ces recrutements, où vous aviez donc l'État islamique, enfin des groupes vraiment extrémistes qui vendaient une idéologie de mort, qui faisaient du recrutement jusque dans les chambres à coucher, à l'insu de l'éducation nationale, des pouvoirs publics, c'est-à-dire de la police et de nos services de sécurité, et des parents. Et d'un point de vue, moi je suis d'accord, je fréquente quelques personnes de nos institutions militaires où on disait, ça a été, de ce point de vue-là, du point de vue cognitif du numérique, ça a été une défaite de nous qui étions attaqués par rapport à tel point qu'il a fallu recourir à des moyens ancestraux, c'est-à-dire militaires, cinétiques, pour aller réduire, parce qu'on voyait bien que par le biais du numérique, ils avaient accès à toute une jeunesse, qui avait parfois déjà des états de service assez conséquents, mais où on a bien vu que là, on découvrait que par le numérique, on pouvait avoir accès aux esprits des enfants. Oui, c'est ça, recrutement, formation, enfin voilà, c'est très pratique hein, pour cibler ces populations fragiles.
Ce qui me paraît important, c'est de remettre en perspective l'effet levier de l'outil. Puisqu'il atteint un utilisateur, quel que soit son âge, directement dans un espace qui peut être celui de sa chambre à coucher. Donc déjà, le positionnement relationnel n'est pas celui dont nous avons la vision, effectivement, quand on parle de terrorisme ou de harcèlement, qui sont évidemment deux thématiques très étrangères, en tout cas dans les modes de fonctionnement employés. Il y a tout de même quelques points communs, et c'est là où c'est important de les rappeler, si ce n'est parce que nous, en tant qu'adultes, en tant que professionnels sur ces questions, nous avons la capacité de réintroduire des éléments qui permettent aussi à ces jeunes de mieux identifier ces modes de fonctionnement. Alors, je vais en citer quelques-uns, mais déjà, pour continuer sur le cyberendoctrinement, les méthodes employées, il est important de les analyser et d'en démonter le mécanisme pour que les jeunes, qui ne sont pas des idiots, d'ailleurs, quel que soit l'endroit où ils ont grandi, en fait, on vient les chercher dans un storytelling qui finalement est attractif. On vient leur proposer un voyage du héros. Et ces moyens de communication sont d'ailleurs très souvent inspirés du cinéma hollywoodien, avec une mise en scène et des moyens numériques qui sont loin d'être neutres. Là où cela devient peut-être plus compliqué, plus pernicieux sur le cyberharcèlement, c'est qu'évidemment, on peut aussi introduire l'idée qu'il y a le lien, qu'il y a l'effet de groupe. Il y a une marginalisation aussi par le numérique. Moi, j'ai des élèves qui me témoignent du fait d'être complètement écartés, par exemple, de certains réseaux, ce qui est une manière aussi de les marginaliser. Donc, l'un peut éventuellement encourager l'autre. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des mineurs qui se sentent particulièrement isolés, qui n'ont pas forcément un environnement familial propice à la communication. Et c'est là où je crois qu'il faut réintroduire à la fois la présence de l'adulte, tant sur le plan symbolique que sur le plan effectif, c'est-à-dire que nous avons un rôle à jouer. En l'occurrence, moi je n'utilise non plus jamais de statistiques. Pourquoi ? Parce que c'est terrible pour normaliser dans l'esprit d'un enfant. Si vous lui dites que voilà, la statistique est celle-là, ou il considère être dans la norme parce que la statistique lui est bénéfique, ou alors il considère que finalement il transgresse, mais bon, il va se positionner et la statistique les aide rarement. Alors que revaloriser l'estime de soi, le fait de réduire, alors ce que j'appelle dans mon jargon, j'ai un vocable un peu spécifique, mais c'est pour être clair auprès des jeunes, je parle entre autres de surface. La surface est un élément clé, évidemment, dans ce type de méthode. Nous sommes déjà dans la rémission. Je voudrais pas à pas, en séquence, avancer. Comment, du point de vue de l'adulte, je pense que les étudiants qui regarderont cette table ronde, comment détecte-t-on un début de cyberharcèlement sur soi-même ou sur un tiers qu'on veut aider en tant qu'adulte? Peut-être lancer le sujet, mais pour la perception que j'en ai au contact de ces jeunes, déjà, il y a deux phénomènes. C'est que l'élément de prise de conscience est très en retard pour un élément clé que l'on peut tout à fait comprendre, c'est la banalisation. La banalisation, d'ailleurs, qui est liée à deux phénomènes. Une banalisation du chambrage par des médias divers. Hein. Si vous regardez certaines émissions comme ces jeunes, très souvent, la culture du « je chambre, je t'humilie » est valorisée. Donc ça devient aussi une manière de communiquer, donc une banalisation de l'action, de harcèlement par la répétition. Et puis peut-être aussi une difficulté pour ces jeunes à un moment penser qu'ils sont en train d'humilier quelqu'un. Parce que là, il faut aussi penser au mécanisme de celui qui produit, pour se valoriser. C'est-à-dire que ça devient aussi un moyen d'exister en diminuant... c'est de la perversion, je crois. Ah non, mais c'est ça s'appelle de la perversion, je crois. Mais ce sont donc des mécanismes dont le seuil d'analyse, de compréhension sont extrêmement tardifs et souvent les souffrances sont déjà installées. Sont déjà très largement... Oui, pardon. Oui, mais c'est parfaitement vrai. C'est juste pour bien préciser que la nature même des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, ce n'est pas des outils de communication.
Les outils de communication, ok, WhatsApp, les SMS, ça c'est des outils de communication. Les réseaux sociaux sont des outils d'installation de prestige social. D'installation de prestige social, uniquement. Donc quand on comprend ça, on comprend la course au like, la course finalement aux followers et ainsi de suite. Et la violence, alors. Et la violence induite, parce qu'effectivement, il y a une compétition induite. Quand on fait du happy slapping ou quand on monte sa poitrine, on a plus de chances d'avoir des likes que quand on monte son bras ou quand on dit quelque chose d'intelligent ou de culturel. Ça nous tire vers le bas. Et il y a un parallèle à faire aussi. Je suis beaucoup sur des réseaux sociaux qui parlent de politique, etc. Et effectivement, lorsqu'il y a une voix qui s'élève contre l'opinion de ceux qui fréquentent ce groupe, mais on assiste à un vrai lynchage. Et on voit des intervenants, des participants à des débats disparaître, et je me doute bien que les injures et les menaces dont ils ont été l'objet ne sont pas pour rien dans le fait qu'ils disparaissent et qu'ils ne réapparaissent plus. Il y a phénomène culturel, je peux vous en parler, lorsque je fréquente des réseaux de certaines îles d'outre-mer, des Caraïbes ou africains, avec les idées à la mode en ce moment qui sont plus l'expression d'une victimisation et d'un sentiment revanchard, de relecture de l'histoire, vous seriez surpris de vous rendre compte qu'il n'y a pratiquement pas de femmes. Il n'y a pratiquement pas de femmes. Et les quelques, soit sont leaders d'opinion bien connus au niveau politique, qui vont plus loin que l'ensemble des messages, c'est-à-dire qui sont des chefs de file, qui vont dans le sens, mais en pointe. Mais celles qui hasardent un appel à la nuance ou des idées qui ne viennent pas alimenter le feu disparaissent très vite face à la violence des propos. Donc, oui, pardon. Ouais, c'est un phénomène qu'on appelle l'enfermement cognitif, des bulles cognitives. En fait, vous êtes conforté dans vos croyances, en fait, par tout un tas de gens qui pensent la même chose et qui vont se mettre dans exactement les mêmes groupes. Donc finalement, ça va vous conforter, vous allez accélérer jusqu'à faire grossir la bulle, ce qui fait qu'à la fin, on finit par une montée des extrémismes qu'on constate partout dans le monde. Au contraire de l'apaisement qui est... Je confirme. Où l'écoute est nécessaire, l'écoute de l'autre, mais là, chacun dans sa bulle, on ne s'écoute plus. Donc on ne se comprend je confirme. plus. Il n'y a plus de centre, il n'y a plus rien, il n'y a plus que des extrêmes. Je confirme. Et dans la sphère professionnelle, quelles observations avez-vous, vous, du point de vue comment dirais-je, de la sanction, ou en tout cas de la mise en cause de personnes via les réseaux sociaux, via du harcèlement, où là, on n'est plus dans du harcèlement au travail tel qu'on peut l'avoir connu, etc., mais où les choses vont déborder. Et ça existe beaucoup dans tout ce qui est métier où la communication joue un rôle très important. Est-ce que vous avez Je sais pas, on constate une montée en puissance. Enfin, il y a de plus en plus d'affaires qui aboutissent. Il y a des affaires aussi assez médiatisées, règlement de compte entre influenceurs et autres. Mais je sais qu'entre salariés, il y a une montée aussi, ce qu'on constate, de la violence. Voilà, Après, je pense qu'on sanctionne plus facilement en entreprise. Alors, dans le cadre strict d'une entreprise, mais dans le cadre des affaires ou même dans le cadre de personnes politiques qui vont déclencher des foudres uniquement parce qu'ils sont élus ou parce qu'ils se sont prononcés pour ou contre des décisions, ce qui est quand même leur mandat. Est-ce qu'il y a un traitement particulier lorsque les choses vont trop loin? J'entends par là lorsqu'il y a des dommages, des menaces sur les enfants. À partir du moment où il y a dépôt de plainte, c'est vrai que l'actualité se fait l'écho est riche, oui. Il y a un lien avec notre public cible, si je veux dire cela comme ça. C'est aussi toute la construction. Alors, je n'ai pas eu le temps de définir tout à l'heure ce que j'appelle la surface, mais c'est important pour comprendre la suite. C'est que lorsqu'ils construisent une identité numérique, il est important qu'ils aient conscience que c'est une extension numérique d'eux-mêmes.
quand bien même il s'agirait de faux comptes. Alors on pourrait débattre des aspects techniques qui permettent d'identifier quelqu'un, et donc ça c'est vraiment important qu'ils en aient conscience. Et moi je le résume en une phrase, c'est ces systèmes ne sont ni un journal intime, ni un coffre-fort. Si vous en êtes conscient sur le plan à la fois technique, juridique, relationnel, psychologique, etc., eh bien c'est déjà un début de réponse en matière de stratégie, puisque moins la surface est importante, c'est-à-dire moins on existe, ou on expose des choses personnelles dans ces espaces numériques, évidemment plus on réduit. Mais je vais faire le lien avec le propos que vous venez d'aborder, c'est qu'il y a malheureusement aussi parfois des jeunes qui vont construire une vie numérique dont ils auront honte quand ils seront sur le marché du travail. Absolument. Et que ça peut produire d'autres formes de discrimination. Alors certes, on n'est plus dans le harcèlement, mais ce n'est un secret pour personne que les chasseurs de tête, les cabinets de recrutement, voire les RH en interne, font une veille réputationnelle et font émerger parfois évidemment des postures d'adolescents, et on a des exemples célèbres également dans le monde des médias, avec, je pense entre autres à cette candidate de The Voice qui se retrouve à devoir partir parce qu'elle avait eu des propos extrêmement maladroits et dans un cadre privé, mais bien sûr là on retombe sur la problématique de ces jeunes qui ont une grande difficulté à comprendre les notions de droit. Et puis il y a un élément, parce que je profite de votre présence, Madame la juge, pour évidemment vous tendre la perche sur cette thématique, c'est aussi la grande difficulté en matière de défense, entre autres pour le cyberharcèlement, en matière d'extraterritorialité du droit. Absolument. C'est-à-dire qu'il y a toute la dimension où ces jeunes ne savent pas qu'ils confient des données, ils ont des comportements sur lesquels parfois ils n'auront ni la maîtrise juridique, tant sur le plan des conséquences pour eux, que éventuellement sur le fait de pouvoir retirer un contenu et donc de réparer, si je puis dire. Et donc les conséquences n'en sont d'autant plus graves qu'il y aura des éléments qui continueront à vivre et qui peuvent être répercutés par d'autres. Oui, pardon. Non, excusez-moi, je reviens à l'entreprise de plus en plus d'ailleurs. J'y pense parce que je suis en train de travailler sur justement relations employeurs-salariés pour la 3e édition du Code du numérique. Et évidemment, je mentionne les jurisprudences récentes. Et de plus en plus, au niveau des entreprises, des chartes sont élaborées intégrant justement l'utilisation des réseaux sociaux. Donc ça me semble intéressant. Il y a une décision aussi, ça paraît un peu risible, de la Cour de cassation qui a rappelé qu'un ami sur Facebook, c'était pas un vrai ami. Voilà, donc la Cour de cassation, de temps en temps, fait un petit peu de pédagogie à son niveau. Voilà, c'est important effectivement de sensibiliser. Alors sur le retrait, par exemple, ce qui est fréquent, et c'est une forme de harcèlement déguisé, c'est l'usurpation d'identité, qui est un véritable fléau qui aboutit rarement, qui est peu sanctionné. Là, par contre, enfin moi j'en ai fait les frais, un compte avec une erreur d'orthographe dans mon nom. J'ai rempli un formulaire en l'occurrence c'était Facebook, et 3 heures après, plutôt que d'engager une procédure, le faux compte avait été enlevé. Voilà, donc je pense que les réponses juridiques, elles sont limitées, mais il y a tout un travail qui est fait quand même, qui s'est développé dans un contexte lié aux attentats, à l'initiative de Bernard Cazeneuve notamment. Il y a quand même on se parle avec les grands acteurs, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années, même si, parce que c'est quand même aussi leur image de marque est en jeu. Hein. Bon, il y a eu la jurisprudence Twitter aussi. Voilà. Nous avons abordé au début la notion de ce qu'était le cyberharcèlement et puis des motivations, un peu la manière de repérer les victimes. On a parlé de la lutte, donc telle que les pouvoirs publics et les bonnes volontés s'organisent. Je voudrais, pour la dernière partie de cette table ronde, parler de la rémission, c'est-à-dire de l'accompagnement des victimes identifiées après ce vaste programme. On aurait peut-être dû lui consacrer une plus longue partie de notre table ronde, mais en séquence, aujourd'hui,
Excusez-moi si j'aborde pas la chose par le bon bout. Que faites-vous en matière de soutien post-harcèlement, s'il vous plaît? Qu'existe-t-il en termes de soutien? Quelles sont les actions concrètement que vous pouvez avoir? Donc déjà dans le cadre formel du droit, donc de l'accompagnement, enfin le tribunal. Il y a des associations d'aide aux victimes qui de plus en plus intègrent cette dimension justement numérique et de violence numérique. Je pense, j'ai eu des échanges notamment avec France Victimes. Oui. Donc partenariat public-privé. Oui, de plus en plus ces questions-là passent par une coopération publique-privée renforcée. Il est intéressant de noter la superposition aussi des statuts face au harcèlement. C'est-à-dire que lorsque l'on questionne un groupe d'élèves, tous ont connu le harcèlement. Ils l'ont connu ou parce qu'ils en ont été la cible, ou parce qu'ils l'ont produit, ou parce qu'ils en ont été témoins. Donc c'est très intéressant aussi d'analyser que lorsque nous faisons de la prévention, puisque évidemment il y a des structures qui viennent plutôt dans une démarche réparatrice, mais je pense que c'est plus d'ordre d'accompagnement personnel qu'un travail collectif. Mais ce qui est très intéressant, c'est de faire émerger à travers le collectif aussi à la fois de l'empathie, mais un rapport à la responsabilité, le fait qu'ils apprennent aussi à devenir des hommes et des femmes ensemble, c'est-à-dire qu'il y a une co-construction. Et quel est le souvenir qu'ils souhaitent laisser à leurs camarades? Parce que quand on resitue le débat au-delà de ces technologies et de leur effet, l'effet levier dont on parlait tout à l'heure, on se rend compte qu'il y a énormément de ressources dont eux-mêmes disposent, mais que l'on n'active pas parce que on est dans une société qui manque de moyens. Tous les ministères manquent de moyens sur ces questions-là. C'est très complexe. En tout cas, c'est ce qu'on nous répète assez régulièrement. On voit bien que les enseignants sont tout de même assez désemparés également quand ça se produit, parce qu'il y a aussi un effet seuil en matière de détection qui est très élevé par rapport aux souffrances réelles de ces mineurs. Ça, c'est vraiment quelque chose dont on doit être conscient, c'est que les seuils de détection, et je crois d'ailleurs savoir qu'il y a des plateformes, des éditeurs de jeux ou des plateformes qui accueillent ces mineurs, qui mettent aussi en place des stratégies pour essayer d'aider à la détection, de faire émerger, de débanaliser justement, y compris pour la victime, pour qu'elle puisse témoigner, demander de l'aide, et en particulier resituer l'adulte dans la relation à l'enfant. Parce que là, il y a aussi beaucoup de choses à dire. Certains établissements scolaires disent que ça relève de la sphère privée. C'est pas notre problème. Profitez des dernières minutes, donc juste d'un mot très court. Et ensuite, j'ai demandé à quelqu'un qui a bien voulu venir, et je pense que ça parlera à ceux qui regarderont cette table ronde, d'apporter un témoignage sur du cyberharcèlement dont elle a été victime. Mais peut-être un mot sur ce qui a été dit. Bien très sûr, rapide. Comme on est dans une école d'ingénieurs, on a parlé de cybersécurité. Je voudrais aussi positiver les apports technologiques, en particulier en termes d'anticipation des phénomènes. Une de nos missions à travers notre événement est d'identifier les technologies qui peuvent essayer de contrebalancer l'impact négatif de tout cela. Il y a des technologies absolument formidables qu'on pourrait imaginer intégrer dans les smartphones des enfants. J'en ai vu certaines en Belgique, je commence à identifier des choses en Angleterre, j'ai vu des choses en France aussi formidables qui sont de l'ordre du cognitive computing, par exemple. Donc c'est des outils que vous pourriez positionner soit au niveau d'un logiciel de contrôle parental, soit au niveau d'une application que vous allez avoir sur votre smartphone. Des réponses techniques. Des réponses techniques. Alors il faut bien voir où est-ce que ça peut aller, parce qu'à partir du moment où vous rentrez dans un espace chiffré, un Telegram, Discord et ainsi de suite, vous n'avez plus accès à rien. Donc c'est ça qu'il faut voir. Sauf si vous avez installé une appli sur le smartphone qui, lui, a déchiffré les données et vous donne accès à tout ça. Et par des analyses, vous pouvez identifier les émotions véhiculées par des échanges de messages. Donc des moyens techniques, mais qui restent encore à perfectionner. Donc je voudrais vous présenter en vous remerciant d'être venu, Myriam Kemener, qui est avocat général. Donc elle a porté la voix des pouvoirs publics et de la loi en matière de cyberharcèlement. Christophe Bressy, qui est expert en protection, notamment il s'occupe de cyberharcèlement et d'intelligence économique et de lutte contre l'endoctrinement.
donc qui est aussi un vaste sujet. Et puis Vincent Rioux, qu'on ne présente plus, qui représente le FIC et qui, à titre personnel, est très investi avec des associations dans la lutte contre le cyberharcèlement. Et je vous laisse vous présenter rapidement parce que le temps est parti. Et ensuite, aller directement au sujet. Ce sont des étudiants dont, en fait, à la limite, l'expérience pour eux vécue est la plus importante. Merci. Bonjour Vincent, bonjour monsieur, bonjour madame. Je suis ravie d'être avec vous. Très rapidement, écoutez, moi, j'étais une ancienne journaliste. Et je vis depuis quelques mois, à peu près une année, un harcèlement, mais je pourrais qualifier d'étatique parce que les moyens qui ont été mis en œuvre sont hors normes. On s'est introduit dans tous mes systèmes d'information. Mes 2 portables sont écoutés, ma box a été violée, hackée même, et mon domicile a été cambriolé 4 fois. Alors ensuite, j'ai essayé de comprendre pourquoi. Est-ce que c'est l'appartement que j'occupe, non loin d'ici, qui était l'objet de cette surveillance? Mais quand je vois les moyens qui sont mis en œuvre, qui sont... Il y a forcément une raison. Plus que des individus derrière. On l'avait évoqué. Donc, la partie cyber, c'est-à-dire les moyens de communication numérique, téléphone, comptes divers. Et c'est cette partie-là qui nous intéresse, puisque ce sont des étudiants qui vont regarder. C'est cet aspect-là que nous avons traité sur la table ronde. Justement, les étudiants, même s'ils sont... eux, ils sont en école d'ingénieur, donc on pourra leur apprendre à sécuriser leur téléphone, éviter certaines applications, parce que ça ouvre des portes aux gens qui peuvent rentrer facilement pour voler leurs données. Mais pour les autres étudiants qui ne sont pas dans les filières d'ingénieurs, il faut aussi leur apprendre, d'une part, avoir une bonne hygiène informatique. Ça, c'est déjà régulièrement changer les mots de passe. Et puis, effectivement, il y a des plateformes sur lesquelles il ne faut pas y aller. Parce que quand vous les installez dans votre téléphone, on peut arriver à... Ça veut dire que pour vous, et c'est le phénomène d'extraction de l'environnement à l'intérieur duquel on est la cible, votre choix aujourd'hui, ça a été de vous retirer carrément de... Oui. Moi, j'ai été obligée, la box, je l'ai... Plus d'Internet, à ce point-là? Oui, parce que ça devenait même inquiétant, parce que vous je demandez, comprends. Mais c'est qui pourquoi oui, ça devient... Et il y a un excellent documentaire qui vient de sortir, que Amnesty International a produit, qui a été publié il n'y a même pas 5 jours. Je vous enverrai le lien pour vos étudiants, c'est très instructif. Et c'est des journalistes qui témoignent. C'est une enquête qui a été menée par une entité de Amnesty International. Et quand vous êtes face à une surveillance ou un harcèlement initié par un État, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Il faut avoir des systèmes spécifiques pour pouvoir vérifier vos téléphones et trouver la source. Alors, vous avez tous entendu parler vous avez les bonnes, logiciel Pegasus. Vous avez les bonnes personnes. Donc, je pense que pour cette partie, vous pourrez reprendre contact avec Vincent. C'est vrai, on parlait de l'ubiquité que fournit malheureusement le numérique. Malheureusement, dans certains cas, on peut avoir des journalistes qui ont pris des positions dans leur pays ou dans un pays sur des choses qui se passent et qui sont poursuivis, harcelés. Et là, on en a cas. Donc, un témoignage dont je vous remercie. Pour la suite, si je peux me permettre, c'est de prendre contact avec Vincent hors de la table ronde. Et vu que nous nous connaissons, nous serons prêts à amener tous les moyens pour vous aider à... Merci. Parfait. Donc, vous remercier pour la table ronde. Et puis, Madame Kemener, Christophe, Vincent, et vous, merci pour ce témoignage courageux. Merci. Et puis, merci à vous tous. Au revoir. Merci.